Bruno Gollnisch, bonjour. Bonjour. Notre Assemblée nationale discutait hier soir de l'éventualité, de la nécessité, de la légitimité éventuelle de frappes militaires en Syrie. Nous avons vu des avis très différents s'exprimer à l'occasion de ces débats. Quel est votre sentiment sur cette question? Et peut-être plus largement, l'Union européenne parle-t-elle également d'une seule voix sur cette question? Non, bien sûr, l'Union européenne ne parle pas d'une seule voix parce que dès qu'il s'agit des intérêts stratégiques, ceux des diverses nations qui composent l'Union européenne sont différents, puisqu'il n'y a pas de nation européenne. Il y a un fond commun civilisationnel, bien évidemment, quoique se manifestant de façon très diverse, mais il n'y a pas de nation européenne et par conséquent, il ne peut pas y avoir de voix commune à cet égard, surtout en matière militaire. Sur ces frappes aériennes, j'ai déjà à plusieurs reprises exprimé mes réserves parce que je crois qu'elles font des dommages collatéraux, bien évidemment, qui contribuent à coaliser les sunnites avec les éléments les plus radicaux, premièrement. Deuxièmement, elles ne me paraissent pas extrêmement efficaces. Les djihadistes ont conquis Palmyre. Or, Palmyre est au cœur d'un désert où leurs colonnes étaient évidemment parfaitement repérables. Et je suis étonné que ces colonnes n'aient pas été bombardées par les États-Unis d'Amérique. Bon. Troisièmement, je pense qu'on ne combat pas des forces telles que celles-là autrement que d'abord par des coreligionnaires, premièrement, et deuxièmement par des troupes au sol. Il faut un jour aller sur le terrain. Et ce n'est pas aux Occidentaux à aller sur le terrain, mais c'est évidemment aux nations arabes dites modérées, en tout cas à toutes celles qui ont tout lieu de craindre l'expansion de cette forme virulente et barbare de l'islam qui ne ménagera évidemment aucun État de la région. Se déroulait lundi à Bruxelles, une réunion dite extraordinaire des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne pour évoquer évidemment l'accueil des migrants, pour réagir face à la déferlante migratoire, pour l'accueil des différents migrants dans les différents pays de l'Union européenne. Nous avons constaté à cette occasion une absence également de ligne directrice, des avis très opposés. Alors comment analysez-vous cet échec, si échec il y a? Et peut-être plus largement, comment l'analysez-vous à l'aune des convictions dites souverainistes qui sont les vôtres? Cet échec est assez facilement compréhensible. Il y a un certain nombre d'États du centre de l'Europe ou, par exemple, de la Baltique ou autres, qui voient avec stupéfaction que l'Europe leur impose de recevoir des populations qui sont hétérogènes par rapport à leur culture, et ceci de façon absolument massive et je dirais sans qu'aucun filtrage n'ait pu être réalisé. À cet égard d'ailleurs, moi j'aimerais bien que l'on enquête sérieusement sur ce qui a provoqué cette déferlante. Parce qu'elle est quand même relativement soudaine. Certes, le couvercle de la marmite était sous pression depuis très longtemps, puisqu'il y a 40 ans que j'entends Jean-Marie Le Pen dire qu'il y a un déséquilibre démographique au nord, mais qu'il apparaît encore relativement prospère par rapport au sud, et qu'au sud, il y a une explosion démographique de gens qui vivent parfois dans des conditions misérables, qui sont jeunes, et de conclure, je m'en souviens, encore une fois, il y a 40 ans, de conclure en disant qu'il fallait être fou pour croire qu'un jour les gens du Sud n'auraient pas envie d'aller vers le Nord. Par conséquent, le phénomène était prévisible. Néanmoins, il s'est déclenché de façon extrêmement soudaine. Et pas seulement avec les réfugiés syriens qui fuient, paraît-il, la guerre. Mais nous voyons arriver des Sénégalais, des gens de l'Afrique subsaharienne, de pays qui ne sont pas en guerre. Nous voyons arriver massivement des Pakistanais. Que je sache, le Pakistan n'est pas en guerre. Et il y a une extraordinaire confusion chez les commentateurs entre ces différentes situations. Outre le fait que, s'agissant des pays en guerre, comme l'Afghanistan par exemple, moi j'estime que les jeunes Afghans, on doit les armer. Et que les Syriens aussi, on doit les armer. Qu'on mette à l'abri les femmes et les enfants, je comprends très bien, mais les Syriens doivent défendre, et ils le font d'ailleurs, ils le font sous l'autorité du gouvernement légitime pour beaucoup d'entre eux, mais ils doivent défendre leur liberté.
Je pense à ce fameux poème de Victor Hugo relativement aux luttes pour l'indépendance de la Grèce et au massacre de l'île de Kio, où la mission humanitaire, dirait-on aujourd'hui, vient au secours des malheureux rescapés. Et il y a là un enfant qui a perdu ses parents et on lui dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, qu'est-ce que tu veux? Je veux, dit l'enfant grec, de la poudre et des balles. Voilà, ben c'est une réponse qui, je crois, est d'actualité. Je ne suis pas belliciste, mais j'estime que le droit de légitime défense existe. Quand, encore une fois, je l'ai dit déjà la dernière fois, lors de mon dernier blog, mais quand mon grand-père, qui avait 20 ans en juillet de 1914 et qui venait de réussir le concours d'école polytechnique, a vu la guerre arriver, il n'est pas parti en Espagne ou en Suisse en disant « je fuis la guerre ». Voilà, il s'est engagé immédiatement et évidemment et il est devenu officier d'artillerie dans les troupes combattantes et il a été d'ailleurs ensuite grièvement blessé comme des millions d'autres. Alors je ne vois pas pourquoi on n'enrôlerait pas les jeunes Afghans qui viennent chez nous au lieu de larmoyer sur le fait qu'ils fuient la guerre dans notre pays alors qu'on ne larmoie absolument pas sur le fait qu'on envoie des jeunes Français aller se faire tuer là-bas, ce qui est quand même un comble. L'actualité de ces derniers jours, c'est également la volte-face de la chancelière allemande, Mme Merkel, qui était partie sur un postulat d'accueil sans limite des migrants et qui désormais rétablit des contrôles aux frontières. Alors, comment analysez-vous également ce volte-face, cette volte-face de Mme Merkel? Naïveté, duplicité? Je ne sais pas. Je dois dire que je n'avais pas très bien compris à quoi rimait cet accueil massif de migrants, à moins qu'elle n'ait vu là une possibilité de combler le terrible déficit démographique qui va faire disparaître en l'espace d'une ou deux générations là, ce qui reste de la nation allemande. Est-ce que c'est la Schuldfrage? Est-ce que c'est la notion de culpabilité qui est inculquée à ce peuple méthodiquement, matin, midi et soir, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a provoqué une espèce de sursaut de compassion et puis tout d'un coup une prise de conscience des réalités qui fait que on fait machine arrière toute. Est-ce que c'est aussi l'attitude des autres Européens? Parce que j'ai entendu par exemple que monsieur le Premier ministre britannique a déclaré qu'il voulait bien accepter, si j'ai bien compris, 25 000 migrants, comme l'on dit aujourd'hui, en 5 ans. Bon. Notre président de la République, M. Hollande, lui, a dit qu'il en voulait bien 25 000 en 2 ans. En Allemagne, il y en a 25 000 tous les 2 jours. Cherchez l'erreur. Et bien évidemment que c'est une situation, encore une fois, qui n'est pas gérable. Et elle doit être gérée massivement sur place. C'est un problème international qui n'est pas seulement un problème européen. C'est donc à l'Organisation des Nations Unies, qui dispose d'un organe subsidiaire, qui est l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés, UNWRA pour son acronyme anglais, qui doit recevoir bien évidemment les moyens financiers, matériels et autres pour recevoir les gens qui sont sur place, pour les héberger, pour les nourrir, pour les soigner, s'il est possible de façon décente, en un certain nombre de points sur la côte méditerranéenne. Et après, nous verrons à faire le tri entre ceux qui méritent effectivement la qualité de réfugiés politiques et qui sont, à mon avis, une minorité, et les autres. Lors des débats qui ont eu lieu sur la chaîne Arte, c'était dimanche, dans l'émission 28 minutes, il a été dit sur le plateau que le peu d'attrait qu'auraient les migrants pour la France, les migrants qui arrivent donc en Europe, s'expliquerait par le poids du Front National. Le Front National qui agirait donc comme un repoussoir qui empêcherait donc les immigrés de migrer en France. Est-ce que cette hypothèse d'un Front National repoussoir qui empêcherait l'immigration vous semble crédible ou vous y voyez d'autres raisons? C'est possible, en effet. Ça n'est pas absolument impossible. Il est certain que, quoique dans l'opposition, le Front National, évidemment, pèse sur les événements, il pèse sur la situation. Je me souviens qu'entre les 2 tours, par exemple, de l'élection présidentielle,
m'avait-on dit, de sources autorisées, que des dizaines de milliers, voire centaines de milliers de personnes étaient repassées de l'autre côté de la Méditerranée, dans la crainte, qui malheureusement ne s'est pas produite, de l'accession de Jean-Marie Le Pen au pouvoir. L'accession de Jean-Marie Le Pen au pouvoir n'aurait pas donné lieu, je vous le dis tout de suite, à un bain de sang parmi les étrangers se trouvant en France. On n'aurait pas touché un seul cheveu d'entre eux, mais c'est vrai que eût été instaurée la préférence nationale, c'est vrai que les délinquants étrangers auraient été expulsés vers leur pays d'origine, etc. Il y a un certain nombre de mesures immédiates qui eussent été prises, mais la crainte a suffi à faire que beaucoup de gens repassent de l'autre côté de la Méditerranée. Alors c'est possible. Mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresserait le plus, c'est de savoir pourquoi ce mouvement, c'est d'une telle ampleur auquel nous assistons aujourd'hui. Pourquoi s'est-il déclenché maintenant? Est-ce que ce sont précisément les appels pratiquement de Mme Merkel se disant prête à en accueillir 850 000? Est-ce que c'est peut-être la prise de Palmyre qui aurait découragé un certain nombre de Syriens? Mais dans ce cas, pourquoi expliquer que soudainement autant d'autres migrants se soient joints à eux? En tout cas, pour conclure sur ce sujet, moi je souhaite que les malheureux qui s'entassent à Calais, on leur donne les moyens d'aller chez M. Cameron. Hein. Petit canot à moteur, là, la traversée de la Manche, bon, il faut faire attention aux gros navires qui passent le rail, mais enfin, par beau temps, on risque pas grand-chose. Voilà, moi, je suis très partisan de ça. Je suis assez effaré que nous ne déployions de fermeté que pour empêcher un certain nombre d'étrangers se trouvant chez nous en situation illégale de quitter notre territoire. Alors sans transition, Bruno Gollnisch, vous aviez défrayé la chronique il y a quelques mois de cela, ou quelques semaines, en vous opposant de manière assez virulente à l'exposition d'une toile dans les locaux du Parlement européen que vous jugiez blasphématoire. Dans le même ordre d'idée, le Front National à Marseille, sous l'égide de Stéphane Ravier, a organisé une manifestation contre une exposition à Marseille, justement, qui a été jugée pédopornographique et zoophile. Et qu'il était, donc dites-vous. Alors, est-ce qu'on peut s'opposer à ce type de manifestation artistique sans être traité de suppôt de Goebbels, comme l'ont dit un certain nombre de personnes vis-à-vis du Front? Et puis surtout, autre question, après tout, personne ne vous oblige à pousser les portes de ce style d'exposition. Pourquoi une opposition si tranchée à... Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a un certain nombre de ces œuvres, entre guillemets, hein, comme le préservatif géant que notre ami Simoneau avait tout à fait à juste titre lacéré, et qui, bon, ou le tableau auquel vous faites allusion, qui se trouvait dans les couloirs du Parlement européen. C'est un tableau absolument hideux, censé représenter le Christ en croix, avec une femme à poil à côté qui était sa mère. Bon, je dis, si on ne respecte pas la religion, n'est pas un adepte de la religion chrétienne, peut avoir au moins égard aux souffrances d'un prolétaire crucifié par l'armée d'occupation et pour la douleur de sa mère, hein, serait-ce à 2000 ans de distance. Bon. D'ailleurs, je ne m'étais pas livré à une pratique iconoclaste. Je m'étais borné à écrire mon opinion. D'abord, sur l'étiquette qui avait à côté, j'avais écrit « c'est de la merde ». Bon. Et puis, comme on avait enlevé l'étiquette, je l'avais écrite. J'avais écrit cela aussi sur le tableau. Après tout, ma liberté d'expression vaut bien la liberté de l'artiste en question. J'ai été convoqué par le président du Parlement européen pour me voir infliger des sanctions disciplinaires qui ne sont jamais venues d'ailleurs, par extraordinaire. Et je lui ai dit ceci, je lui ai dit, écoutez, de deux choses l'une, ou bien il s'agit d'un tableau religieux, et il n'a rien à faire dans une assemblée qui se veut laïque, ou bien c'est un tableau injurieux pour une religion. Et c'est plutôt cela qui est le cas, puisque vous l'avez fait enlever quand le pape est venu. Donc vous vous doutez bien que ce tableau était choquant. Bon, eh bien, à ce moment-là, il n'a rien à y faire non plus. Et si c'était toute autre religion, eh bien, il ne tiendrait pas un quart d'heure. Et quand nous sommes sortis de cet entretien, en présence du président du Parlement, du secrétaire général, du chef de service juridique, etc., eh bien, on est venu annoncer à M. Schulz, et par voie de conséquence à moi-même, l'attentat contre Charlie Hebdo,
qui avait eu lieu le matin même, figurez-vous. C'était quand même une vivante, si j'ose dire, illustration de mon propos. Alors, ce tableau est imposé, d'autant plus que le tableau en question du Parlement européen, il a été payé avec l'argent du contribuable. Et à Marseille, pour l'exposition contre laquelle a justement protesté notre ami Ravier, c'est pareil. Qu'il y ait un certain nombre de gens qui se complaisent à aller regarder ces horreurs si elles ne sont pas imposées aux enfants des écoles, bon, après tout, ça les regarde. Mais là où ça nous regarde et où nous sommes fondés à protester et à exprimer nos préférences et nos répulsions, eh bien, c'est évidemment quand on paie ça avec l'argent du contribuable. Ça m'est arrivé d'ailleurs au conseil régional de Rhône-Alpes assez souvent, un certain nombre d'horreurs, un tableau, une tache mauve sur fond bleu, voilà, 100 000 francs, c'était en francs à l'époque. Voilà, une toile de Buren, car Buren est aussi peintre apparemment, qui représente 10 traits à la règle, parallèle, 100 000 francs. Il n'y avait rien en dessous de 100 000 francs. Tout ça étant acquis par le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain, que moi j'appelais le fric-frac. Bon, c'est toujours au profit des mêmes, copains ou coquins. J'avais dit à mes collègues, mais moi j'ai rien contre le fait que ces œuvres vous plaisent, mais achetez-les s'il vous plaît, avec votre argent, pas avec celui du contribuable, serait-ce la vieille dame indigente. Or, je sais très bien que vous ne mettriez pas 100 000 francs pour acquérir une de ces œuvres. Vous ne mettriez pas 10 000 francs, vous ne mettriez pas 1 000 francs. C'était en francs à l'époque. Et je dis, si on le mettait dans votre salon, certains d'entre vous paieraient pour qu'on l'en détache. Évidemment, ce genre de propos soulève toujours les commentaires habituels. Nous croyons entendre ou voir les bûchers sur lesquels, dans l'Allemagne hitlérienne, on brûlait l'art décadent, etc. D'ailleurs, on ne le brûlait pas, on le vendait. Bon, enfin bon. Ça, c'est un autre sujet. Bon, c'est le degré zéro, évidemment, de la réflexion politique et esthétique. Alors restons dans le domaine des questions culturelles, ou en tout cas métapolitiques. Monsieur Geoffrin, dans un de ses derniers éditoriaux dans Libération, s'est attaqué de manière assez violente, lui aussi, au philosophe Michel Onfray, et puis plus largement, on constate ces derniers mois la multiplication des unes, des magazines ou des émissions dénonçant le complotisme et sa pénétration, la pénétration des idées complotistes dans les esprits. Alors, comment analysez-vous ce tir de barrage? A-t-il sa légitimité? Et puis surtout, Bruno Gollnisch, une question, n'êtes-vous pas vous-même un illuminé complotiste, comme on pourrait le penser à la limite en vous écoutant? Eh bien, c'est assez extraordinaire, ça d'ailleurs. Oui, je vois la fureur sous-jacente de M. Geoffrin qui commente paragraphe par paragraphe à une interview donnée par Michel Onfray. Je dois dire que je suis très loin de partager toutes les opinions de Michel Onfray, et je suis persuadé que l'inverse est vrai. Onfray est athée, moi j'essaie d'être croyant. Je crois que si Onfray ne croit pas en Dieu, d'ailleurs c'est pas très grave, du moment que Dieu, lui, continue de croire en Michel Onfray. Bon, mais fermons la parenthèse. C'est extraordinaire parce qu'Onfray a dit 2-3 choses politiquement incorrectes, et alors, comme dit Laurent Geoffrin, il est en voie de zemmourisation ou de ménardisation. Autrement dit, on sent bien qu'un certain nombre d'intellectuels dits de gauche, ce qui était pléonastique autrefois, voient avec effroi que certains des leurs, qui sont plus clairvoyants et plus courageux, je crois, s'éloignent des dogmes. S'éloignent des dogmes pour dire un certain nombre de choses qui sont tout à fait vraies. Onfray a attiré l'attention sur le fait qu'on raisonne aujourd'hui, enfin, si on peut dire, qu'on appréhende aujourd'hui les phénomènes politiques exclusivement avec la sensibilité beaucoup plus qu'avec le raisonnement. Il a pris comme exemple la photo du malheureux enfant dont le corps a été rejeté sur les côtes turques. Mais tout ça était parfaitement exact. Et alors, il y a une accusation qui est récurrente aussi, c'est l'accusation de complotisme. C'est pas nouveau. Je participais moi-même à une émission animée par François-Olivier Gisbert, où la plus virulente, d'ailleurs, à mon égard, était Madame Mazarine Pinjot, fille de François Mitterrand, comme chacun sait. Puis je vois un ancien exemplaire de Marianne, publicité gratuite et non payante, Les fous du complot de Roland Dumas à Dieudonné. Écoutez, j'ai connu Roland Dumas, c'était un adversaire politique, ministre socialiste des Affaires étrangères. Je n'ai jamais remarqué qu'il fût
un fou de complot. Je ne sais pas si Dieudonné peut-être quand même fondé à croire qu'il y a quand même un certain nombre de forces coalisées contre lui, auxquelles d'ailleurs il rend bien coup pour coup. Alors il dit c'est affreux, par exemple Cotillard, Kassovitz, ces stars qui répandent les pires rumeurs, les malheureux, hein, dès qu'on s'écarte du dogme. Les Américains auraient inventé le sida, vous vous rendez compte, il y a des gens qui croient. Alors les Américains n'ont peut-être pas inventé le sida, mais Marianne a oublié qu'ils ont inventé l'anthrax, par exemple. Parce que chacun peut peut-être se souvenir qu'à un moment aux États-Unis, grosse émotion, il y avait de l'anthrax. C'est un virus, je crois, extraordinairement dangereux, des souches qui étaient envoyées comme ça par la poste un peu partout aux États-Unis, et on mettait ça évidemment sur le dos de l'Irak. On s'est aperçu que c'était un chercheur américain qui cherchait à augmenter les crédits de son laboratoire. Mais ça, quand on a mis la main sur le type, je crois qu'on l'a déclaré fou, on l'a évacué, et on n'en a plus parlé, et on a continué sur l'Irak. Et chacun se souvient du secrétaire d'État Colin Powell agissant une fiole qui contenait du pipi de chat et en faisant croire que c'était un produit toxique qui avait été fabriqué par Saddam Hussein. Alors quand on sait, par exemple, que les États-Unis d'Amérique, les 6 derniers conflits auxquels ils ont participé au cours des 130 dernières années, ont quand même à chaque fois reposé sur très largement sur un mensonge d'État, ça fait notre affaire, puisqu'ils sont venus quand même à notre secours. Et ça ne diminue pas le courage, évidemment, des soldats américains qui ont débarqué en Normandie. Ça ne diminue pas l'amitié que nous avons avec le peuple américain. Mais quand même, ça rend sceptique, effectivement, relativement aux déclarations du gouvernement de Washington. Alors je crois, pour conclure, qu'il y a 2 écueils dont il faut se garder. Un, qui est beaucoup moins répandu qu'on ne le dit, c'est de voir des complots absolument partout. Mais l'autre, qui assez curieusement atteint aujourd'hui la gauche caviar, c'est de ne voir de complots nulle part. Si, messieurs, il y a des complots. Et ici, d'ailleurs, je peux vous en montrer quelques-uns des complots qui sont en action. Et on peut se demander, d'ailleurs, si ce sont vraiment des complots, parce qu'ils agissent pour la destruction de nos identités et de nos libertés, pratiquement à visage découvert, mais de façon concertée. Ce sera le mot de la fin. Merci Bruno Gollnisch. Merci.